Donc, on reprend, petite coupure, vous verrez, on fera des coupures au montage. Donc, ce monde du pétrole, en fait, tout simplement, est une chasse gardée que s'était réservé la City de Londres, les Américains. Les Allemands commençant à devenir... Bon, les Anglais ont une crise aussi parce qu'ils ont fait leur loi sur le grain, etc. Ils ont mis en concurrence tous leurs agriculteurs. Avec leurs colonies. Donc c'est une très grave crise financière. Donc les Anglais, ça les arrangerait bien qu'on résolve cette crise par la guerre. Ils aimeraient bien une guerre, mais ils n'ont plus une thune. Donc il faut emmener les crétins utiles habituels, les Français, quoi. Comme d'habitude, les illuminés américains aussi, eux, ont envie d'une guerre, poussent les Européens à la guerre également. Il faut quand même le savoir, la diplomatie américaine dit il n'y a pas de problème, allez-y, on est là, mais on vous finance. On va vous aider, quoi. Hein. Intérêt. À intérêt, bien entendu. Et on va venir. Bon, là, mais plus ça dure, mieux c'est, quoi. Hein. Plus vous foutrez sur la gueule, plus on gagnera. Donc eh ben, cette guerre éclate, comme par hasard, c'est un nihiliste anarchiste qui assassine l'archiduc. François Ferdinand. À Sarajevo, tout le monde le sait. Ça c'est le prétexte, hein. Parce qu'en fait... oui. Il faut toujours un prétexte. Il faut toujours un prétexte, hein, qui est absolument stupide. Donc on part sur une déclaration de guerre qui n'a ni queue ni tête. Hein, et tout le monde part en chantant. Tout le monde. Ouais. Tout le monde y va en chantant. Tout le monde est persuadé que ça va durer 15 jours. 15 jours, c'est réglé en 15 jours. Sans mort sûrement. Ouais, voilà. En fait, ça se passe pas du tout comme ça. Non. Ça se passe, on réquisitionne les taxis même, tellement ça se passe pas comme ça. On réquisitionne les taxis. Eux, les Anglais sont à la baguette, hein, comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on envoie les Français à la boucherie, ils choisissent les endroits les plus calmes. Hein. Sauf la bataille de la Somme, où oui. ils perdent 1 million de soldats. Oui, mais là, c'est une offensive. Oui. Hein. Donc, en fait, les Allemands ont dit bon, on va attaquer du côté des Anglais parce qu'ils ont moins motivé que les Français, quoi. Hein. Un peu, on va dire. Hein. Enfin, c'était une boucherie quand même. C'est une boucherie quand même. Hein. On fait une boucherie. Verdun et la bataille de la Somme, c'est 2 grosses boucheries. C'est une boucherie abominable. Puis on se bat pas que là, hein. On se bat partout. Et puis il y a Franchet d'Espéré qui veut ouvrir le front des Dardanelles, mais M. Churchill, lui, veut le faire à sa manière. C'est une catastrophe. Donc Churchill, hein, on y revient, le descendant de celui... Duc de Marlborough. Le duc de Marlborough. Marlborough, hein, pas Marlborough la cigarette. Non. Qui avait déjà bien aidé les banquiers et qui avait été remercié, et Churchill... La glorieuse révolution. Voilà. Donc, c'est une somme d'erreurs colossales qui fait que cette guerre est dure. Pendant ce temps-là, les Américains, eux, les banquiers américains, veulent bien négocier leur aide, mais si on crée un foyer national juif en Palestine. Donc, juste avant la guerre, il y avait, on avait viré le ministre en place pour mettre la fameuse trilogie Churchill, Lloyd George, Balfour. Et donc, lui, Balfour, il avait qu'une idée, c'est mettre en place, en fait, un foyer national juif. Les Américains, eux, ils voulaient faire le partage du pétrole du Moyen-Orient, donc ils avaient joué déjà la défaite des Allemands et des Turcs. Ils se partageaient déjà le pétrole, ils avaient même déjà commencé à faire le dessin de la carte, hein, voilà. Et on arrive donc à cette guerre, tout le monde connaît le dénouement, quoi. Hein. À la fin de cette guerre, on avait créé des nationalismes, on avait financé la résurgence des nationalismes pour organiser cette guerre, qui finit par la destruction, je dirais, des États-nations, quoi, tout simplement. C'est le début de la fin des États-nations. C'est le début de la fin de... Alors, prophétiquement, on appelle ça la fin du temps des nations, si, on pourrait dire. Ça, c'est une autre partie qu'on pourra faire un jour. Donc, on arrive... justement, on peut dire quand même, on va faire un petit aparté, donc dans cette année 1917, donc on a donc la déclaration Balfour, et puis la révolution russe. Oui, surtout.
parce que en fait, même les Alliés, on les détruit, quoi. Les Russes étaient soi-disant nos amis, mais ils étaient obligés, parce qu'ils avaient eu la mauvaise idée de confier la fourniture de leurs munitions aux Anglais. De toute façon, grosso modo, on les a laissés tomber pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, et on leur a même, on n'a pas eu de chance en Angleterre, l'usine qui était censée les alimenter en munitions a explosé. Pas de chance. On ne sait pas pourquoi, l'enquête n'a pas trouvé la raison, mais l'usine a explosé. Donc les Russes se retrouvent à se battre avec les Allemands avec des bâtons. C'était un peu juste, quoi. En même temps, tous les pays, on va dire, les banquiers américains finançaient la révolution russe. On repart sur ça. On repart là-dessus. Donc on repart avant, on va revenir en 1904-1905, guerre Ça, c'est la guerre, oui. sino-russe. Non, russo-japonaise, pardon. Russo-japonaise. Donc financée par un très célèbre banquier américain, M. Schiff, qui a appris à gérer en Allemagne chez les de Rothschild. Oui, un bon élève à Rothschild. Donc il est aux États-Unis, il dirige la banque Kuhn-Loeb et il va commencer à se dire que le tsar est son ennemi, donc il faut éliminer les Romanov de Russie. Bon débat. Il faut éradiquer l'Empire. Donc il va se servir de son argent, il va financer les Japonais pour faire une bonne guerre qui va durer, qui va rapporter et qui va finir comme on veut. Et surtout qui va aboutir à une défaite russe qui va laisser le pays dans un état assez catastrophique. Ça continue, monsieur Schiff envoie au comte White qui est censé traiter la paix avec les Japonais, qui lui explique que de toute façon son but était de détruire les Romanov de Russie. Il le dit explicitement dans une lettre. Ensuite, ça avance, on arrive en 1914, la guerre commence, les Russes qui sont dans un très mauvais état économique s'engagent quand même, du fait des traités, de la triple entente, etc. La parole d'honneur, hein. Ouais. La parole d'honneur. Un monarque a une parole, un banquier en a une autre. C'est pas les mêmes. C'est pas la même. Hein. Ils s'engagent dans la guerre, très compliqué. Hein. En 1917, ils peuvent plus faire la guerre, ils n'ont plus d'armes, ils n'ont plus rien. Donc et puis ils ont une révolution sur le dos. On traite avec l'Allemagne en mars, donc juste après les révolutions. On fait un traité, on arrête la guerre. Seulement, juste avant, il y a eu quand même deux guerres. Février 1917, où les mencheviks dirigés par Kerensky prennent le pouvoir. Déjà, eux, financés par les banquiers. Mais les banquiers se rendent vite compte que Kerensky n'ira pas assez loin. Il est trop mou. Oui, il n'a pas envie de détruire la Russie. C'est pas son but ultime. C'est pas son but. Donc en octobre, on appelle Lénine et Trotsky, qui avaient rencontré Schiff avant, mais bon, on n'était pas là, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, hein, peut-être qu'ils étaient amis. Bon. Lénine rentre quand même, et est relâché par les Allemands, parce qu'il était prisonnier en Allemagne. Il est relâché par les Allemands, l'histoire, toi Vladimir Ilitch, hein, dans ton wagon plombé, est assis sur une caisse d'or. Qui a fourni d'or, il est parti faire la révolution sur une caisse d'or. Là, on peut faire une révolution sérieuse. Au début, on envoyait des tracts, mais quand on commence à avoir un coffre plein d'or, la révolution avance mieux. Ça va plus vite. Et puis ça évite que les révolutionnaires attaquent les banques. Aussi. Hein, ce qu'on n'a jamais vu d'ailleurs. Hein. On n'a jamais vu même à la commune. Ben, la commune, non, ils protégeaient l'hôtel particulier des Rothschild. Pendant que l'autre moitié s'occupait d'égorger les petites sœurs de la sagesse. Hein, bon. Donc voilà, hein, donc on a des révolutionnaires purs et durs qui, avec l'argent des banquiers, vont aider le peuple. Donc on arrive, octobre 17, Kerensky est complètement exclu du pouvoir, on lui donne un peu de sous pour qu'il s'en aille. On le paye grassement quand même. Hein. Un révolutionnaire, ça se paye pour service rendu. Comme combat CRS avec Napoléon, on Comme lui laisse des petites pièces d'or, il s'en va. De ce fait, la Russie va s'engager dans un nouveau processus fomenté depuis un nouveau laboratoire préparé de longue date, parce que déjà à l'époque, toutes ces idées avaient été quand même longuement mises en place, avec l'argent des banquiers, les idées des Bakounine, Marx, Engels, tous ces agités, etc. Ce fameux creuset révolutionnaire qu'on avait mis en place
je dirais, entre la chute des Bourbons, avec la Commune, la Révolution italienne, les théosophes, les francs-maçons, les Carbonari, les Bavières. Là-dessus, c'était déjà en préparation d'autres superloges différentes, tous financés. Bon, alors, il faut quand même rappeler une chose, c'est que toutes ces sociétés soi-disant philosophiques, humanistes, philanthropiques, ont toutes été créées, toutes, absolument toutes, avec du bon argent des bons banquiers. Hein, vous prenez, alors aujourd'hui les gens, on voit, ils vont s'exciter sur les Bilderberger, le CFR, la Roundtable, le Bohemians Club, les Fabian, on n'en parle pas trop, ni toutes ces choses, quoi. Mais il y a une multitude, quoi, puisque maintenant il y a même les think tanks se sont mis en place, etc. Mais toutes ces sociétés occultes, puisque en fait on n'a pas le droit d'aller voir ce qu'ils disent, hein, c'est donc occulte, hein, sont financés par des banquiers, des financiers, parce qu'on n'est pas que banquier, on peut avoir banquier, le pétrole, avoir une mainmise sur maintenant, on a compliqué sur toutes les industries chimiques, agrochimiques, agroalimentaires, pharmaceutiques. Rockefeller, c'est bien connu, a mouillé, c'est-à-dire la chemise avec I.G. Farben, plus tard, bien plus tard, mais bien avant déjà, il avait mis en place donc, tout ce système où il contrôlait la formation, parce que tous les grands collèges anglo-saxons sont financés par des capitaux privés. Harvard, Oxford, Yale, tous ces endroits-là, c'est encore les grands banquiers qui financent pour rien, bien entendu, c'est des grands philanthropes, quoi. Quand on finance une rénovation, c'est par philanthropie, quand on finance des écoles, c'est par philanthropie. Donc voilà, je t'ai un peu coupé. Donc les Russes, on se creusait d'idées, des idées modernes, des lumières, quoi. Donc on va faire le bonheur des peuples par le communisme. Le socialisme, non des républiques soviétiques socialistes. Socialisme. Communisme, c'est ce qu'on a dit après un peu. Hein. Au départ, c'est du socialisme. Hein. Donc Lénine arrive au pouvoir, se débarrasse des Romanov, hein, on les exécute. Ouais, alors comme d'hab. Hein. Voilà. On va créer une grosse internationale, Comintern, etc. On met en place, on essaye d'implanter un peu partout dans le monde. On finance dans différents pays la mise en place de PC, le Parti communiste. Bien entendu. Particulièrement en Espagne d'ailleurs, parce qu'ils avaient un œil sur les Espagnols, on avait un œil. Et le peuple n'agit pas du tout, il faut se rendre compte que les bolcheviks, c'est qu'une infime partie de la population russe. Hein. C'est une centaine de personnes qui va diriger des millions de personnes sans qu'on leur demande leur avis. Ouais, la noblesse à côté, c'était des rigolos, ils étaient vraiment mal organisés, quoi. Franchement. Et ce pays qui était riche en plus. Qui devait sortir de l'obscurantisme grâce à ces personnages, le peuple va vite se rendre compte qu'ils vont être affamés. La grande famine d'Ukraine où en peu de temps on arrive à tuer des millions de personnes. 20 millions, je crois. Ouais, je sais pas le chiffre exact, mais c'est des... Ouais, bon, quelques dizaines de millions, hein, de toute façon, c'est des bouches inutiles. Tout ça pour tout simplement dire que désormais, sous couvert de l'État, tout appartient à l'État. L'industrie appartient à l'État, les terres appartiennent à l'État, donc les gens qui avaient un petit lopat de terre se retrouvent complètement nationalisés. Plus rien. Nationalisés. Donc grâce aux communistes, les banquiers se sont appropriés toutes les forces productives de la Russie, enfin de l'URSS après. Et quand on regarde déjà le comte de Malinsky, j'ai souvent cité ce livre, explique que de toute façon ce système du communisme mis en place par le capitalisme, hein, par les capitaux, thèse antithèse, n'a jamais été que la mise en place d'une grande SARL mondiale à part unique et égale que devront se partager les maîtres du temps. Ce qui explique aussi la cartélisation, puisque la cartélisation, c'est un cartel, c'est un mot allemand, hein, qui part donc du début du XXe, quoi, où on se rend compte qu'il y a des cartels, c'est des choses curieuses, les SARL, finalement,
Aujourd'hui, on se réveille, on constate que dans l'agroalimentaire, il y a 5 cartels qui se partagent pratiquement tout, quoi. Même au-delà, des familles. Des familles, bah, derrière les cartels. Oui, mais bon. Il y a des familles, c'est des familles, soyons clairs. Des familles qui se partagent le monde, donc qui ont détruit complètement l'ancien système, qui ont créé une société de mensonges, hein, parce que de toute façon, donc on est en 1917, hein, quand même. Ouais. Et déjà, on parle de paix. On parle de paix. Au traité de Versailles, paix, paix, paix. On crée la Société des Nations, qui deviendra l'ONU, et tous ces nombreux pendants, comme le FMI, les filiales, le FMI, ces choses-là qui sont créées. OMS, FAO. OMS, FAO, qui seront en charge carrément de l'humanité, quoi. C'est-à-dire qu'on fait une OPA sur l'humanité. Ça a commencé par une petite OPA en Angleterre, et l'OPA continue, quoi. Hein. On continue. Alors chaque groupe sont distingués, hein, parce qu'ils ont un boulot, parce qu'ils savaient le global. D'ailleurs maintenant, ils ont tellement complexisé la chose qu'ils ne maîtrisent plus rien. Hein. C'est la situation de leur présence. Hein. Ils ne maîtrisent plus rien, puisqu'ils ont tellement de gens à nourrir, vous vous rendez compte, les politiques, un député ça coûte une fortune, un député européen, les associations, les think tanks, et tout ça, ça devient complètement ingérable, hein, c'est un pandémonium, mais de toute façon, si on tire à la ficelle, c'est toujours les financiers, depuis le départ. Donc là, on va s'arrêter un petit peu au traité de Versailles, parce que sinon tu ne rentreras jamais chez toi, et qu'en fait il faudra faire, on fera la suite, un jour on verra, si les gens sont contents, ils en veulent, on fera des séminaires s'ils veulent, hein, on peut. Des discussions, c'est toujours intéressant. Ouais, fournir les livres, hein, parce que ça aide un peu quand même les bons livres. Hein. Quand on a un bon livre, puis 2, puis 3, puis 4, on recoupe. On peut recouper, voilà, et donc le mot de la fin, ben, je le laisserai un petit peu à quelque chose un peu curieux qui s'est passé en 1917, c'est l'apparition de Fatima, le message de Fatima, donc la Sainte Vierge qui apparaît à Fatima. Tout le monde dit, oh, ben, c'est pas vrai qu'elle fasse un miracle, même les francs-maçons arrivent, les télés arrivent, ils étaient tous à genoux au moment du miracle du soleil, mais le message principal de Fatima, c'est cette guerre va s'arrêter bientôt, donc c'est 1917, mais une bien pire arrivera après. Une bien pire arrivera après. Donc ce sont les Américains qui imposent les clauses du traité de Versailles. C'est Wilson et son équipe, et les Anglais, hein, les Anglo-Américains, nous on n'a pas trop notre mot à dire, bien qu'on a fait la guerre. Ils se partagent l'Empire ottoman. Totalement. Nous, complètement, nous les Français, on prend... on récupère les succursales anglaises. Voilà, on vous donne ça. Rien. Parce que de toute façon, ces gens-là avaient compris que les maîtres du monde seront ceux qui auront l'indépendance énergétique. Et tous les autres seront assujettis. Ils battaient déjà la monnaie, il leur manquait l'énergie. Il manquait l'énergie. Donc le contrôle de la monnaie, ça y est, c'est fait, c'est réglé. Maintenant, la guerre de 14-18 a servi à détruire les nationalistes qui pouvaient être gênants, n'est-ce pas, et avoir le contrôle de l'énergie. Une autre bien pire viendra après, qui permettra aussi d'avoir le contrôle de la nourriture sur le monde, puisque on y arrive, quoi, hein, le contrôle mondial, et la crise qui est mise en place, peut-être, pourrait servir à mettre en place un super gouvernement mondial, puisque après avoir pris tous les gouvernements un par un, je veux dire, la finance aurait tort de s'arrêter en si bon chemin. Et puis si au moins on avait un bon gouvernement mondial, hein, là on bombarde celui qui pense mal. Voilà, c'est ce qu'on a actuellement, on prépare une catastrophe, mais derrière c'est toujours les mêmes, et les mêmes familles, c'est absolument extraordinaire. Hein. Depuis le 17e, on va s'arrêter le 7e, on aurait pu commencer un peu avant. 17-18e, quoi, on s'installe, après viennent des associés qui prennent... C'est parce que c'est une nouvelle noblesse en fait, on va dire, hein. C'est un système de servage qui a été remis en place, c'est-à-dire que les historiens expliquent aux gens, ben heureusement qu'on vous a fait la Révolution française, on a aboli le servage était aboli déjà
Pratt n'existait plus déjà du tout. Il n'y avait plus un cerf au temps de la Révolution française, il a été aboli il y a plus longtemps. Et donc les financiers vous ont promis que grâce aux révolutions qu'ils finançaient, ils aboliraient le servage. Alors qu'en fait, de facto, petit à petit, ils l'ont remis en place. À l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale. Maintenant, il faut peut-être faire attention, ils trouvent peut-être qu'on est trop sur Terre, parce que finalement, quand ils se sont réunis à l'hôtel Farmont en 1995, ils trouvaient qu'on n'avait pas besoin de 80% de la population mondiale. Ils trouvaient que cela, c'est la loi de Pareto, 20-80. Si 80% de la population mondiale disparaissait, donc quand on connaît un petit peu l'histoire, hein, comment ils ont agi pendant le communisme, hein, ouais. Bon là, disons que l'opposition Hitler-Staline était bienvenue. Voilà. Donc on va s'arrêter à ce traité de Versailles, hein, on va arrêter là parce que c'est un long bistrot, et puis si des gens veulent qu'on continue, on va continuer la marche tranquille des financiers, des financiers et banquiers, parce que banquiers, financiers, industriels, après ça se mélange, on prend tout quoi. Hein. On crée une multinationale. Voilà, on fait une multinationale qui est plus puissante qu'un pays, quoi. Hein. Plus riche et plus puissante qu'un pays. Et après, il ne reste plus qu'à donner des jeux et du pain au bon peuple, hein, comme on voit actuellement. On en revient à Rome. Disaient les empereurs, les empereurs romains. Voilà. Du pain et des jeux. Pour la plèbe. Voilà. Donc la plèbe, maintenant on la voit. C'est nous. C'est nous. On est la plèbe. Nous sommes des plébéiens. Nous sommes des plébéiens. Et donc on s'arrête donc au traité de Versailles, mais de ce traité de Versailles va arriver quelque chose de beaucoup plus monstrueux. Beaucoup plus monstrueux. C'est la cartélisation du monde, la mise en coupe réglée du monde, et alors là, cette marche en avant du mouvement révolutionnaire mondial qui est quand même bien à la botte des financiers et des banquiers. Disons que le but c'est de détruire les États-nations. Les États-nations, oui, ça c'est un but, mais il y a aussi la mise en servage de l'humanité, et puis il y a quand même un volet du plan qui est quand même un petit peu gênant, c'est les 80% dont on aimerait bien se débarrasser. Donc les thèses malthusiennes sont à la mode. Voilà, les thèses malthusiennes, c'est-à-dire que aujourd'hui, les Européens, pratiquement, frappent des mains quand il y a une guerre ailleurs. Bon débarras, ça en fait en moins, on fait semblant de s'offusquer, hein, non, on a vu ce qui s'est passé au Biafra, en fait le Biafra, on a envoyé du riz et du pain, mais bon, le pétrole il est quand même retourné là où il fallait, puisque le Biafra avait un grand défaut, c'est qu'il y avait du pétrole. C'est pas d'hier. Hein. Donc en principe d'ailleurs les révolutions spontanées, etc. qu'on voit actuellement, je veux dire, bon, on aurait pu en mettre une au Botswana, où il y a quand même pas mal de pays en Afrique, bon il n'y a rien, mais il y a quand même des dictateurs qu'on pourrait virer, quoi. Hein. Le Malawi, ou je sais plus quoi, enfin, le Zimbabwe. Il y a une belle inflation. Oui, oui, non, mais pourtant ils ont les mêmes théories que les Américains, quoi. Je veux dire, c'est le dollar zimbabwéen d'ailleurs, hein, et qui a quand même des fondamentaux économiques, je dirais, monétaires supérieurs à ceux du dollar et de la Fed, quoi. Et bon, on sait ce qu'il en est. Donc, on transgresse. Si on reprend ce bistrot-là et ce thème-là, on repartera du traité de Versailles, et du traité de Versailles, on viendra jusqu'à aujourd'hui. On tirera la ficelle, le film d'Ariane, et on va sans doute retrouver les mêmes personnes, les mêmes moyens, et les mêmes fins. Mais améliorés. Améliorés. Donc si les gens se posent la question aujourd'hui de savoir comment des États comme nous, des grands pays, on va dire, c'est des grands pays, là, des pays riches, en fait, gouvernés de gens aussi différents, de partis soi-disant différents, comment tous ces gens, comme un seul homme, je veux dire, ouvrent la sueur de leur peuple et la distribuent aux banquiers via les plans de refinancement bancaire, via les intérêts de la dette, via les intérêts de la dette, via les plans de rigueur, hein, parce qu'un plan de rigueur, c'est quoi? C'est, on dit, écoutez, brave peuple, vous avez plus de pain, mangez de la brioche. Dites-le aux Grecs, hein, n'est-ce pas? Hein? Oui. Voilà.
Donc là, aujourd'hui, alors on fera une suite. Si les gens demandent, on fera une suite, ou puis même s'ils ne demandent pas, on la fera. Peut-être aussi. Peut-être aussi. Et puis on vous dit à bientôt au bistrot. Puis on vous le coupera celui-là, parce que alors là... On a été long. On a été long un peu. Hein. Bon, fallait quand même bien rire de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. C'est quand même... Hein, c'est de beaux apôts. Des belles paroles. Ah, c'est joli, quoi. Hein. C'est très joli. On est dans le monde le plus riche de l'histoire de l'humanité. On n'a jamais vu autant de gens mourir de faim. Exactement. Et il y a un problème, là. Hein. Et comme disait Jean Ziegler, on pourrait nourrir 12 milliards d'êtres humains aujourd'hui. Alors, hein. On a le temps. Mais bon, quand on repart, on vous dit salut. Et puis tu vas couper la caméra. Bon, je sais pas le temps qu'on en a fait là, mais on a pas mal parlé.